chaîne de technologie de France, Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je vais animer cette formation intitulée FGV, Functional Global Variable Présentation, où on va justement utiliser la variable fonctionnelle, les fonctions, les FGV. Et donc dans cette présentation, je vais déjà voir avec vous une première notion très importante qui est la notion de gestion de la mémoire des variables. Parce que pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'une FGV, il faut déjà savoir quel type de gestion existe aujourd'hui lorsque vous utilisez un programme et lorsque vous codez à votre tour un programme. Donc la première notion que vous devez connaître dans le management de la mémoire d'une variable, c'est la variable que vous connaissez le plus, c'est la variable automatique. Donc la gestion automatique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une gestion automatique? C'est simplement, vous ne vous posez pas la question lorsque par exemple vous créez un itérateur ou un indicateur, vous posez simplement la variable et puis la variable fait son office, elle fonctionne. Derrière, ce qui se passe, c'est que le compilateur va décider quand est-ce qu'il va libérer la mémoire, puisqu'en fait, cette variable va prendre de la place dans la mémoire de votre ordinateur et cette mémoire, elle va être libérée. Elle ne sera pas libérée à la fin du programme, elle sera libérée alors souvent à la fin de la structure, c'est-à-dire si vous avez fait un if, un while, un for ou n'importe quel type de structure informatique, généralement à l'intérieur de cette structure est utilisé des variables et une fois que ces variables ont été utilisées ou dans des fonctions, une fois que ces variables ont été utilisées, elles sont libérées et donc ça permet de gagner de la place. Donc là, on dit que c'est automatique lorsque la gestion de la mémoire est automatique. Un exemple simple, c'est l'exemple qui est au-dessus de moi. C'est simplement un afficheur, il va afficher l'itérateur, les 20 premières valeurs de l'itérateur, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20. Et bien cet itérateur i, il va exister uniquement pendant la boucle. Et à la fin de cette boucle, logiquement, le compilateur va libérer l'espace mémoire de cette variable parce qu'il n'en a plus besoin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'automatique. Et puis arrive un autre type de gestion de mémoire, c'est la gestion dynamique. Alors la gestion dynamique, c'est quoi? C'est les pointeurs, c'est-à-dire que, alors pour ceux qui connaissent les pointeurs en C ou en C++, on va déjà faire une allocation de mémoire, donc il y a toujours une déclaration. Donc dans un premier temps, on va déclarer un espace mémoire, puis on va utiliser cet espace mémoire et on va enfin libérer cet espace mémoire. Mais la libération d'espace mémoire se fera lorsqu'on aura envie de le faire. Alors attention, si vous ne libérez pas l'espace mémoire, cet espace mémoire est réservé. Même si vous quittez le programme, le système d'exploitation réserve cette partie. Et souvent, c'est ce qu'on appelle des fuites de mémoire dans des programmes qui sont, on va dire, un peu mal programmés. On n'a pas libéré la mémoire et donc on voit justement quand vous faites un CTRL-ALT-SUPR et que vous regardez justement la mémoire vive, les pourcentages augmentés, ça veut dire que vous avez un programme qui bouffe de plus en plus de mémoire. Et pourquoi il bouffe de plus en plus de mémoire? Peut-être parce qu'il y a une boucle où il y a une allocation dynamique de mémoire. Donc en C, c'est du malloc ou du new en termes syntaxiques, et donc on fait du new, malloc, et donc vous voyez vos pourcentages augmenter, et donc ça c'est lorsque vous avez fait, soit c'est vous qui avez réalisé un programme et donc vous le testez, vous voyez qu'il mange de plus en plus de mémoire, soit il existe des programmes qui ont ce qu'on appelle des fuites de mémoire, et donc dans ce cas-là c'est parce que simplement on n'a pas libéré en utilisant la syntaxe free pour le C++ et delete pour le C++ et free pour le C. Et donc dans ce cas-là, on a fait des allocations de place. On a dit au système d'exploitation, ok, moi j'ai besoin de tant de place dans la mémoire, garde-les-moi. Le système d'exploitation a dit simplement, ok, je te les donne. Et à partir de là, on réalise toutes les opérations qu'on a besoin dans cette mémoire en utilisant justement l'adresse, puisque le système d'exploitation va nous renvoyer une adresse. C'est la fameuse adresse qu'on a en C et en C++. Et avec cette adresse-là, on dit, voilà, je vais faire des tableaux, je vais faire plusieurs choses différentes sur cette mémoire-là. Et malheureusement, il est important de fermer, de libérer cette mémoire. De dire au système d'exploitation, je libère la mémoire, puisque maintenant que j'ai utilisé cette mémoire et que je n'en ai plus besoin, je la libère. Notez que c'est toujours la même chose, c'est toujours initialize, do, close. Donc création de la mémoire, utilisation, fermeture. C'est toujours la même chose, il y a toujours 3 étapes indispensables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion dynamique. Et puis vous avez la gestion statique. Alors qu'est-ce que la gestion statique? La gestion statique, c'est la mémoire globale. Alors comment ça marche une mémoire globale?
Vous avez vu, à l'instar de la gestion automatique, automatique c'est dès que j'en ai plus besoin, je la supprime. Là, c'est je la crée, cette mémoire, en début de programme, et une fois qu'elle a été créée, cette mémoire ne sera libérée qu'en fin de programme. Alors, avantage, inconvénient. Avantage, comme elle n'a pas été libérée, on peut la réutiliser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire justement de ces mémoires globales? Bah, typiquement, c'est ce qu'on appelle les variables statiques. C'est par exemple dans un programme, quand vous avez besoin, je ne sais pas moi, de coordonnées d'un moteur, une adresse IP, c'est statique, ça ne bouge pas. Eh bien, vous allez stocker ça dans une mémoire statique, donc dans une mémoire globale. Et quand vous allez avoir besoin justement de cette coordonnée, bah, vous allez simplement consulter cette mémoire. À quoi ça sert? Bah, ce sont des mémoires en fait qui ne sont pas utilisées pour être. Il n'y a pas d'opération sur ces mémoires. Quand on prend les informations d'un fichier, par exemple, d'un fichier INI par rapport aux coordonnées de moteur, de coordonnées de capteur, de coordonnées de caméra, ces coordonnées-là ou ces références-là ne bougent pas. Elles ne sont pas. Il n'y a pas d'opération sur ces références. Il peut y avoir évidemment des petites opérations si vous changez d'adresse IP sur un moteur, mais c'est très limité. Et donc c'est ce qu'on appelle justement la mémoire statique, et cette mémoire c'est une mémoire globale, et donc on y accède de n'importe où dans le programme. Avantage, inconvénient, avantage ça ne bouge pas, c'est statique, inconvénient on y accède de n'importe où, donc attention, ça peut casser le flux. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les FGV, les Functional Global Variables. Ce sont des VI qui vont partager ensemble un espace mémoire et qui vont lire et écrire dans cet espace mémoire. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, au démarrage, par exemple, d'une architecture type, par exemple, QMH, vous allez charger un fichier, justement, vous allez le mettre dans la FGV, toutes les données de votre fichier, vous allez mettre ça dans la FGV. Vous allez créer des événements, par exemple, vous avez une structure d'événements dans votre IDLE si c'est une machine d'état ou si c'est une QMH, pardon. Vous avez également un producteur, donc dans votre producteur, vous avez une structure d'événements. Et donc, les événements, eh ben, les références, vous pouvez les stocker dans la FGV. Les références ne vont pas bouger. Et puis vous avez également une queue. Donc les différentes queues, les FIFO, ben, ces différentes FIFO, elles ont des références et ces références-là également, on peut les stocker en statique puisque ça ne bouge pas, c'est statique. Et donc ça sert à ça en fait, la FGV, ça sert à stocker les éléments qui sont statiques. Et puis comme il y a functional, dans functional global variable, vous allez faire un... Alors déjà vous allez commencer par charger votre FGV, envoyer les informations dans les locales, donc les locales directement dans les threads, vous avez des locales, donc vous allez envoyer ces informations, et puis donc faire le do, et à la fin de ce do, ben, on va réutiliser la FGV par exemple pour libérer les différentes références. Donc là, vu que les références n'ont pas bougé, elles sont à un seul endroit, vous savez où aller les chercher quand vous en avez besoin, et ben vous allez faire le close directement depuis la FGV. Donc la FGV va vous permettre de faire les initialize et les close, et tout en gardant justement cette notion de fonction statique. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours. C'est parti, donc là je vais je vais créer un nouveau VI, alors on va l'appeler CTRL-N. Alors on va fabriquer justement, pour pouvoir faire cette FGV, on va fabriquer un compteur. Donc pour pouvoir faire un compteur, comment on va procéder? On va aller sur la fenêtre de diagramme. Dans la fenêtre de diagramme, on va utiliser une boucle while. Et la petite subtilité, c'est que cette boucle while, on va créer une constante et on va juste faire une seule itération. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais créer un registre à décalage. Voilà. J'y mets un incrémentateur. Et donc, volontairement, le registre à décalage n'a pas été initialisé. Pour l'instant, je ne l'initialise pas. C'est vraiment pour vous montrer que... Donc, on va appeler ça élément visible compteur. Voilà. Et je vais devoir réutiliser... alors, je vais mettre un... Attendez, je vais d'abord mettre un indicateur. Voilà. Qu'on va appeler compteur. En icône, on va changer l'icône très rapidement. Donc là, je vais tout effacer. Je vais prendre noir. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un tac tac tac. On va laisser transparent pour l'instant et on va prendre temps. Voilà, je vais poser comme un compteur. Je vais mettre un espèce de chrono ou quelque chose qui compte, qui donne la sensation de compter.
Je vais fabriquer ce qu'on appelle un template parce qu'on va utiliser à plusieurs endroits justement ce compteur parce que je vais comment dire, pour pouvoir vous expliquer la FGV, je vais vous montrer qu'on peut exécuter de différentes manières un VI sous la view et la gestion de la mémoire va être très différente. Donc, pour ne pas recommencer plusieurs fois à réaliser ce même VI, bah, je vais simplement fabriquer un template qui, lui, va me servir justement d'exemple. Donc, avant de faire cela, je vais terminer par choisir le modèle, mettre une sortie. Et donc là, si je fais plusieurs fois CTRL-R, vous voyez, pour l'instant, on compte. On est parti de 0 et on est en train de compter. Donc, dans l'exécution, vous voyez que le registre à décalage va se mettre à plus 1, plus 1, plus 1, et donc du coup, pour l'instant, bah, vous voyez, CTRL-R, 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 lecture, 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 on voit que le compteur, lui, augmente. Très bien. Donc je vais le sauvegarder en VIT. Donc pourquoi? Parce que je veux un template. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler TMP, comme template. Je vais ouvrir, et là je vais appeler ça compteur TMP. Ok. Maintenant, on va aller jeter un œil justement dans notre projet. Et on va aller voir justement que, voilà, le template, vous voyez, il s'affiche différemment d'un simple VI, comme si c'était en fait un post-it qu'on pouvait prendre et copier-coller. Et donc quand je double-clique dessus, bah, j'ai accès justement à une face avant d'un VIT, donc c'est VI template. Et si par exemple je veux à partir de ce template fabriquer justement un VI, bah, je vais simplement faire nouveau à partir du modèle. Et donc là, à partir de là, bah, j'utilise mon template pour pouvoir créer un nouveau VI. Donc là, on est un compteur underscore TMP5 parce qu'il va donner des numéros en fait à chaque fois qu'il va générer. Et là, point .vi. Donc du coup, il m'a créé ça. Je vais le sauvegarder en autre chose. Donc là, on va aller plutôt dans un répertoire qu'on va créer, qu'on va appeler sous VI, donc sub VI. Et on va l'appeler, alors, compteur 1. On va faire deux compteurs différents. Donc, compteur 1. Ok, très bien. Donc, je ferme. Et donc, je vais dans mon main. Je vais dans mon diagramme. Donc, CTRL-E, comme toujours. Et je vais copier compteur 1. Donc, je vais y mettre créer un indicateur. Et on va regarder si ça compte chaque fois que je lance. Là, vous vous dites, bah, c'est intéressant. Maintenant, pour en revenir justement avec les mémoires et le partage de mémoire, je vais faire un petit exercice tout simple. Je vais mettre dans une boucle for ce compteur. Donc, je vais le faire 5 fois. Par exemple, il va compter 5 fois. Créer constante 5. Donc, chaque fois que je lancerai, j'avancerai de 5 par 5. Comme vous pouvez le voir, CTRL-R, j'avance de 5 par 5. Et je vais faire une séquence en fait. Et dans ma séquence, je vais réutiliser à la séquence d'après, donc ajouter une étape après, ce même compteur. Voilà. Donc on va l'appeler compteur 1. On va utiliser un principe de mémoire qui va nous permettre de réaliser justement cette FGV. Donc on va mettre en gras, hop, style, gras, voilà. Donc, oh, on a un petit bug. Donc si j'appuie sur CTRL-R, vous voyez, 53, 54, puisque lui il va 53, puis lui il va récupérer la mémoire 54, donc ça veut dire que les deux VI partagent la même mémoire. Ils ont une allocation de mémoire partagée. Donc ça, déjà, première constatation. Ils partagent la même mémoire. Donc chaque VI n'est pas indépendant. C'est-à-dire qu'on a deux VI qui vont s'exécuter l'un à la suite de l'autre. Et le premier va compter 5 fois, puis le deuxième va compter une fois, et ainsi de suite. Et donc, chaque fois que j'appuie sur CTRL-R, bah, je vais augmenter de 5, sauf que le premier compteur, il envoie 5 supplémentaires. Le deuxième compteur va envoyer 1 supplémentaire. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement. Pour pouvoir voir ce mode de fonctionnement, vous double-cliquez justement dans le sous-VI et vous faites un CTRL-I, donc ce qui va être propriété du VI,
ou vous allez directement dans l'icône en haut à droite de votre écran, vous faites un bouton droit et là vous faites propriété du VI. Là, vous avez dans la propriété du VI différentes possibilités. Donc vous avez la documentation que vous connaissez déjà, d'ailleurs qu'on va remplir. On va l'appeler compteur 1. Voilà. Mais vous avez aussi également l'exécution, le mode d'exécution. Vous avez trois types d'exécution. L'exécution non réentrante et une autre famille, les exécutions réentrantes. Donc vous avez deux autres types d'exécution. Donc dans les trois, vous avez une exécution non réentrante et deux exécutions réentrantes. Dans les exécutions réentrantes, vous en avez deux familles différentes. Vous avez avec copie partagée, qu'on ne va pas regarder aujourd'hui, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et vous avez également exécution réentrante avec copie préallouée. Donc on va plutôt regarder justement aujourd'hui exécution non réentrante et exécution réentrante avec copie préallouée. Donc pour ce VI, je vais laisser en exécution non réentrante. Qu'est-ce qui s'est passé quand on fait une exécution non réentrante? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les états de mémoire du VI, du sous-VI, quand c'est utilisé, sont partagés avec tous les sous-VI. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs sous-VI et qu'il y a des variables qui sont déclarées dans ce sous-VI-là, avec des mémoires, des locales par exemple, et ben la locale sera partagée avec tous les sous-VI. LabVIEW, dans les ordres de priorité, alors le VI ne sera jamais exécuté en même temps, il ne pourra pas être exécuté en même temps. LabVIEW attendra qu'une instance ait fini l'exécution pour pouvoir laisser une autre instance exécuter à son tour, modifier la mémoire et ensuite ainsi de suite. Donc ça c'est l'allocation, donc c'est ce qu'on appelle une exécution non réentrante. Donc on va renommer ce VI en non réentrant. Donc on va l'appeler compteur non réentrant. Compteur non réentrant. Très bien. Donc on va lui mettre une couleur. On va lui mettre une couleur propre, histoire de le différencier. Hop, voilà. Et on sauvegarde. Du coup, je retourne dans mon main. Donc compteur 1, c'est le compteur qui est non réentrant. Très bien. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire, c'est la même expérience, faire exactement la même expérience, mais vérifier justement pour le réentrant en copie. Donc comment je vais faire? Je vais prendre justement mon VIT, je vais faire nouveau à partir du modèle. Là, on va faire un petit CTRL-I. On va cocher exécution réentrante avec copie préallouée. OK. Je vais sauvegarder en VI. Donc on va dans SubVI. Et là, on va laisser en réentrant. Donc il n'y a qu'un seul réentrant, donc on va l'appeler réentrant. On va lui changer aussi sa couleur également pour vraiment leur donner une distinction. Voilà. Donc lui, il est en réentrant. J'enregistre. Donc, on va faire une petite copie. Donc j'ai utilisé le raccourci CTRL pour pouvoir clic gauche de la souris. Donc compteur 2. On va dans réentrant. Et on va remplacer justement ces VI par justement le sous-VI qui nous intéresse. Donc comment on va faire? On va dans remplacer par le contenu. Non, remplacer toute la palette. Sélectionner un VI. Et là, on va prendre un réentrant. Voilà, donc on a changé de couleur. Et de la même manière, on va faire pareil. Donc je remplace par le réentrant. OK. Maintenant, on retourne en face avant. On va essayer de les distinguer un petit peu. Donc on va faire du non réentrant. Voilà. Ici. Non, on le copiera après. Donc du non réentrant. Voilà. On va grossir l'écriture. On va la rendre en gras très rapidement. Voilà, une petite déco. Alors les décos, on va les mettre derrière. Placer en arrière-plan. On va les verrouiller. Voilà, comme ça ne bouge plus. Voilà.
entrant. Et là, il manque un petit N et on est bon. C'est parti, CTRL R. Alors, 5, 1. CTRL R. Alors, il y en a un, il avance de 5 en 5, et l'autre, dans le non entrant, non, réentrant. Alors, attendez, que je me perde pas. Hop, alors, comme on a une copie. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, l'erreur était là. Voilà. Dans le vocable de National Instruments, ils disent réentrant, non réentrant. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le réentrant, les VI sont indépendants les uns des autres. L'espace mémoire de ce VI n'est pas partagé avec l'espace mémoire de ce VI. Chacun fait sa vie. Quand je double-clique dessus, vous voyez que c'est verrouillé. Je peux faire un CTRL-E, mais je ne pourrai pas modifier. Et en haut, vous voyez l'écriture compteur réentrant. Et là, vous avez un numéro, c'est une copie. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait la view? Si j'appuie sur CTRL-R ici, il va me donner l'état de ce VI. Et donc, si je double-clique sur le voisin, hop, j'aurai de la même manière l'état du voisin. Donc, on va faire de la place. Voilà. 45,9. Et en fait, c'est l'espace mémoire des deux VI, en fait. Ils ont chacun un espace mémoire qui leur est propre, et en fait, c'est une copie. Avantage, inconvénient. Si on procède en réentrant, LabVIEW alloue une copie, donc ça va prendre plus de mémoire, mais en termes d'exécution, c'est plus rapide. Si on est en non réentrant, LabVIEW partage la mémoire, et donc dans ce cas-là, vous voyez que je peux double-cliquer dessus, c'est un partagé, donc il n'y a pas de copie. Et donc quand je vais appuyer par exemple sur CTRL-R, j'aurai l'état de la mémoire partagée, tout en continuant à incrémenter justement cette fameuse mémoire, ce fameux compteur. Et donc, inconvénient, c'est que lorsque je vais en exécuter plusieurs, je vais essayer d'en exécuter plusieurs d'un coup, LabVIEW, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter d'abord une instance, modifier l'espace mémoire, puis autoriser une autre instance, et ainsi de suite. Donc c'est plus lent, justement, d'accès. Mais par contre, on consomme moins de mémoire. Donc ça va dépendre justement de l'utilisation que vous voulez faire. Généralement, on fait du réentrant lorsque, par exemple, vous avez un VI, par exemple, qui va piloter des moteurs. Il va piloter l'axe X. Et vous avez un VI qui va piloter l'axe Y. Dans ce cas-là, vous allez utiliser une exécution réentrante. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire exactement la même exécution tous les deux. La seule différence, c'est qu'il y en a un, il va avoir comme référence l'axe X et l'autre l'axe Y. Et en termes de mémoire, chacun a sa propre mémoire, donc chacun fait sa vie. Donc là, on sera réentrant, donc on va avoir des copies. Par contre, non réentrant, c'est justement ce qu'on va utiliser pour pouvoir fabriquer notre fameuse FGV. C'est cette propriété-là qu'on va utiliser pour pouvoir faire une variable globale et qu'on va pouvoir partager entre différents sous-VI. Donc là, vous voyez, là, la variable, pour l'instant, la variable globale qu'on a utilisée, c'est un compteur, un simple compteur où j'incrémente. Et donc, alors pour l'instant, je vais fermer justement. Donc on va s'intéresser surtout à la partie du dessus. Donc cette partie-là, donc là vous voyez, on partage ensemble une mémoire. Donc là j'ai 90, 91 et ainsi de suite. Donc maintenant qu'on a terminé la démo, je vais vous montrer comment on peut justement fabriquer intelligemment une FGV. Enfin proprement. Donc CTRL-N, et on va utiliser exactement le même principe. Donc le principe est le suivant, on va prendre une boucle while. Alors du coup, cette boucle while, c'est la fameuse FGV. On va créer une constante qu'on va mettre à vrai. Et on a toujours un registre à décalage. Donc on va ajouter un registre à décalage. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire quand on fabrique une variable? Il y a trois choses, il y a toujours trois états. Il y a l'état de création. Donc il faut toujours créer ma variable. Il y a l'état de lecture de ma variable et il y a l'état d'écriture de ma variable. Puis après, il y a l'état de libération, mais l'état de libération, dans ce cas-là, on ne va pas libérer la variable, elle sera libérée uniquement comme on est dans une variable globale, elle sera libérée quand le programme sera terminé.
comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Enfin, dans le début de cette présentation. Donc, comment je vais faire? Je vais créer mes 3 états. Pour pouvoir créer mes 3 états, c'est un case, c'est-à-dire initialisation, read, write. Pour faire cela, je vais créer un énumérateur que je vais mettre en typedef, tout simplement. Donc, en faire une typedef. Je vais l'éditer. Donc, on va éditer notre contrôle. Donc, du coup, je vais tout effacer. Contrôle. Là, LGV state. On va essayer de les mettre au centre. Voilà. LGV state. Donc mon énumérateur, pour l'instant, il a 3 états. Donc il a l'état initialize, il a l'état read et il a l'état write. Vers le haut. OK. Initialize, read, write. Je sauvegarde. Donc là, dans mon projet, je vais créer CTRL, contrôle. Je vais créer un répertoire contrôle. Donc contrôle underscore, là on va dire state FGV. Donc on choisit comment on veut exécuter la FGV. Très bien. Alors, j'enregistre. Hop. Donc je vais exécuter. Alors, CTRL B. Je vais exécuter une fois ma FGV. Donc, ça va devenir une commande, puisque on va utiliser la FGV comme un sous-VI. Et donc, c'est là où on va décider justement commande. C'est là où on va décider justement dans quel état on veut se mettre. Donc initialize, alors là on veut faire un compteur. Donc on va décider justement, on va déclarer dans l'initialize, on déclare le type et on l'initialise en même temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, je mets à 0. Et j'ai choisi de déclarer ici la représentation à un i32. Bon, on va mettre un u8. C'est juste pour dire qu'on est capable de choisir son type. Hop, insérer. Alors là, c'est initialize. Allez, on va dire U8. Et là, c'est init. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Write. Write, on va décider alors, pour le write, on ajoute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute. Donc, je fais un plus 1. On a décidé que c'était un compteur. Donc, on fabrique un compteur FGV. Plus 1. Compteur. OK. Et il nous manque un état. Donc, ajouter une condition après qui est le read. Le read, on ne fait absolument rien. On lit un indicateur. Read. Read data. On a fabriqué notre FGV. Du coup, on va y ajouter à cette petite FGV un icône. Donc, tout effacé. Pourquoi pas, on va faire comme ça. Symbole. Là, je vais choisir temps. Hop, je vais poser les temps. Voilà. Ensuite, on va décider. Alors, dans notre cas, on va avoir que deux informations. Donc, on va connecter. Donc, on va choisir l'état que l'on souhaite utiliser pour accéder à cette fameuse FGV. Et un read. Voilà, on va sauvegarder. Donc là, c'est un... Hop là, pardon. Donc on va sauvegarder en FGV, compteur. Voilà.
OK. Et on va utiliser cet FGV compteur directement dans notre main. Donc on a non réentrant, réentrant, et on va avoir FGV. Bien évidemment, tous les codes sont à disposition sur le GitHub. Je vous invite à les télécharger pour pouvoir les regarder si vous en avez besoin. Voilà, donc ça, je vais le verrouiller pour l'instant. Voilà. Et là, on va regarder la FGV. FGV. Donc, CTRL E pour pouvoir... Alors, vous voyez, bon là, on exécute en parallèle enfin, ces deux morceaux de code. Bon, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. Tac, tac, tac. Et maintenant, il me faut ma FGV. Donc, ma FGV, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Hop, je la glisse. On va se mettre ici. Donc, ma FGV, il faut que je dessine. Donc, ce que je peux faire, créer commande. Créer un indicateur. Et pour l'instant, je vais commenter cette partie-là qui ne nous intéresse plus. Voilà. Et donc, pour la partie qui n'est pas commentée, voilà, on se contente. Alors, c'est un simple compteur. C'est un simple compteur. Et dans la prochaine vidéo, en fait, on fabriquera justement un chrono. Donc là, on ira un petit peu dans les notions de temps et on fera quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc, on va d'abord regarder comment ça marche. Donc, initialize. Hop, on va faire de la place. Voilà, pour se concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse. OK. Donc, initialize, lecture, j'ai initialisé. Ah, tiens, on va aller regarder un petit peu, il y a un état en trop. Alors, éditer. Oui, on supprime. Voilà, il y a un état en trop. Hop, enregistrer. Voilà. Donc, write, chaque fois que je fais write, il va rajouter +1 à ma mémoire. Donc, je vais le faire 3 fois. Donc, CTRL-R, CTRL-R, CTRL-R. Et en fait, le read data, il lit. Pourquoi il lit? Parce qu'en fait, à chaque fois, de fait, il va lire. Donc, ce qu'on va faire, on va le modifier, le read, et on va le mettre à l'intérieur. Pour qu'il n'y ait pas de lecture quand je ne fais pas un read. Il y aura une lecture uniquement en read. C'est volontaire. C'est volontaire. Après, on peut complexifier une FGV. Là, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc, OK. Donc, on retourne sur notre face avant. Donc, j'ai fait 3, j'ai fait 1, 2, 3. Je vais en faire une quatrième. Hop. Et là, par contre, il me dit 0. Pour l'instant, il me dit 0, il ne lit pas. Maintenant, si j'appuie sur read, il va me dire qu'on est à 1. OK. Attendez. Alors, write. 1, 2, 3. Et maintenant, on fait un read. 4. Oui, c'est ça, il lit. Il lit, il n'y a pas de problème, il lisait la mémoire. C'est que j'ai pas exécuté plusieurs fois tout à l'heure le +1, donc c'est pour ça qu'on était comme ça. Donc, sachant que si vous modifiez la FGV, il remet à 0 la mémoire. Donc comme j'ai modifié la FGV, il l'a remise à 0. Et que j'ai re-sauvegardé, ce qui est normal, puisque c'est plus le même VI, donc c'est plus le même espace de mémoire. Donc la view nettoie. Donc à savoir, attention, que si vous codez, ça c'est un piège, si vous codez une FGV, que vous faites une modification sur la FGV, que vous sauvegardez, l'espace mémoire est détruit et donc on repart à 0. Sachez-le, ça vous évitera des petites erreurs. Donc là on est dans le main, on va simplement faire un tout effacer. Modèle, hop. Oui, on peut faire ça, on peut le mettre de cette couleur-là, pourquoi pas. Est-ce que ça ressort? Non, ça ressort pas, c'est horrible. Donc on va plutôt utiliser le blanc et le noir, qui ressortent très bien. Main, FGV. Voilà. Donc là, on a une FGV. Donc si vous voulez revoir le principe du non réentrant, je vous le laisse volontairement pour que vous puissiez jouer avec. Et puis, je vous laisse également la FGV.
La FGV en fait est utile lorsque l'on veut accéder à des variables que l'on ne va pas forcément modifier. Je m'explique. Si par exemple on veut mesurer du temps, c'est pratique. C'est le temps, un tic de temps, c'est un tic de temps. On ne va pas le modifier. Donc ça, on peut le stocker dans une FGV. Si on veut utiliser justement des références, les références à des moteurs, des chemins, des choses comme ça, la FGV est vraiment adaptée pour ça. Donc ce qui est préconisé pour la FGV, c'est de l'utiliser pour des choses qui sont statiques, qui ne bougent pas. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des variables statiques. Voilà. Écoutez, je pense que ça ira pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.